Je n'oublierai jamais le premier jour où j'étais à Warner Brothers pour faire l'essai de maquillage. C'était la première fois où j'étais devant la caméra. Et bon, on vous met dans une, comme les actrices savent tous, dans une chaise qui ressemble un peu à une chaise de dentiste. Et beaucoup de lumière sur le visage. Et tous les hommes, comme les chirurgiens, des hommes... Yes? Yes? Pas de mecs comme des chirurgiens autour de toi. Oui, c'était... Tu vois des gens, des chefs de département de maquillage de plus grands studios de Hollywood, des types très très connus qui ont créé toutes les grandes vedettes, Garbeau, Lombard, tous les autres. Bon, alors ils m'ont travaillé là, le visage, et puis ils m'ont redressé et je me suis regardée dans la glace et je ne savais plus qui j'étais. J'étais comme quelqu'un sur une chaîne, quoi, qui sortait avec les sourcils qui... Elle était un peu partout, des lèvres comme une aigle qui était énorme. Ils m'ont dit qu'il fallait que je teinte les cheveux blondes parce que c'était comme ça qu'il fallait être. Et puis le dernier... Oh oui, ils voulaient que je fasse casser le mâchoire, briser le mâchoire par une dentiste pour... Creuser les joues. Creuser les joues. J'avais des belles joues d'adolescence un peu. Et puis Joshua Logan, en plus, qui était le metteur en scène et qui est aussi mon, how do you say, godfather, mon parrain. Mon parrain. Un jour, avec le nez que tu as, tu vas jamais pouvoir jouer la tragédie parce qu'on ne peut pas le prendre au sérieux, ce nez-là. Et puis, dernièrement, le mot est venu d'en haut que Jack Warner, le chef du studio, voulait que je mette des faux seins. Ben, il n'aimait pas des femmes avec des petits seins. Alors c'était très clair, j'étais un produit du marché et il fallait bien que je m'arrange pour me rendre commercial parce qu'on allait investir de l'argent sur mon dos. Alors le mâchoire quand même il l'a pas arrangé, ni le nez, mais j'ai porté des faux seins et des cheveux blancs et les cils pendant 10 ans, quoi. Ce qui veut dire que moi, Jane Fonda, était là, et puis cette image était là, et il y avait cette aliénation entre les deux. Pour commencer, j'ai toujours été la plus grande. Je mesure 1m80. Et à cette époque, les seuls acteurs avec lesquels je pouvais travailler étaient dans les westerns. Eh bien, les westerns sont fantastiques, mais les westerns de télévision à cette époque, c'était l'abîme. Et moi, j'en ai fait beaucoup, parce que c'était les seuls hommes qui étaient assez grands pour moi. Et quand je suis arrivée à Los Angeles, je suis allée à la Warner 11 fois pour voir le même producteur avant qu'il me donne un rôle. Et chaque fois que je suis allée, il disait, « Vous mesurez combien ?» Et je lui disais. La 11e fois, j'ai supporté 11 interviews. La 11e fois, j'étais tellement bouleversée qu'il me pose encore cette question que j'ai pris un crayon, je me suis adossée au mur et j'ai fait un gros trait noir sur le mur et je lui ai dit, voilà combien je mesure. Alors la prochaine fois que vous penserez à moi pour un rôle, vous n'aurez pas besoin de me faire venir jusqu'ici pour me le demander. Je reçois que des rôles de schizophrénique, folle, lesbienne, meurtrière, que des choses comme ça. Que j'ai pas vraiment envie de faire maintenant. Je sais pas, j'aimerais bien faire des films plus légers, faire des trucs plus légers, ou faire un film comme Céline et Julie, Vont en bateau. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire ça? Et aussi tourner avec des hommes, si je tourne avec des hommes partenaires, tourner au moins qu'ils soient de mon âge, qu'ils soient plus, tu vois, vrai, même Nicholson c'est mieux que Brando, mais c'est pas ça. Il a 40 ans, presque, 23.
La plupart des femmes dans notre cinéma sont accessoires à l'histoire. La plupart des histoires concernent les hommes et les femmes y figurent peu. Étant une femme noire, au début, j'ai joué beaucoup de bonnes. Et il n'y avait rien d'autre pour mes sœurs noires. À moins d'être très noires, alors on pouvait jouer des esclaves. Mais j'en ai fait peu parce que mon teint n'était pas assez foncé. Des femmes noires. Mais il y a eu une évolution dans les rôles pour les femmes noires. D'ailleurs, il est difficile de trouver un rôle de bonne maintenant. On trouve ça tabou. Mais moi, je trouve que les bonnes sont des personnes aussi. Et ça dépend si on en fait des êtres humains ou des simples rallonges du plateau. Tu sais, ça arrive que des gens aient des domestiques. Et si le sujet est bien traité, ça ne me gênerait pas du tout de jouer des bonnes. Mais actuellement, on a plutôt des rôles tels que assistant social, infirmière, mère au foyer, ce genre de rôle. Et puis bien sûr, il y a la vague de films qui exploitent la vie des ghettos noirs. J'en ai jamais fait parce que d'abord, ces films offensent. Toujours des rôles de prostituées ou d'alcooliques ou de femmes finies, de femmes abandonnées, de femmes vidées. J'en ai fait un cet été, un rôle de prostituée, enfin. Et puis là, il fallait que... J'étais en costume d'époque, puis à un moment donné, je suis allée nager dans la rivière, puis je suis ressortie avec le vêtement collé sur moi, derrière, il y avait le soleil qui se couchait, là, c'est comme un risque. Et puis il fallait que je parle comme un petit bébé, puis je voulais pas le faire comme ça, je l'ai beaucoup amélioré, mais il me disait, t'es trop sérieuse, t'es trop sérieuse. Mais je disais, je suis pas sérieuse, cette femme-là, elle a 35 ans, je dirais, elle va d'un homme à l'autre. Est-ce qu'elle se pose pas des questions? Est-ce qu'elle prend, qu'est-ce qu'elle fait? Surtout, ça se passe en 1837, je pense, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait pour avoir d'enfant? Le metteur en scène, il dit, t'es folle, pour ça, disait ça de je dis, mais elle doit y penser. Si? Est-ce qu'elle a des enfants? Comment qu'elle s'arrange d'aller? Qu'est-ce que c'est sa vie? Raconte-moi, je le dirai pas. Je dis, mais c'est important pour moi de le savoir. Non. Tu te disais, les hommes, ils aiment ça, que la phrase s'élève. Les hommes, ils aiment ça, les femmes cochonnes. La phrase s'élève de mon haut, c'est ça. J'étais tellement démoralisée, là. Je suis démoralisée après avoir fait des trucs comme ça, c'est épouvantable. C'est constant, c'est constant. C'est des gars bien, des gars de gauche, n'est-ce pas? Des gars, des metteurs en scène corrects. Les rôles étaient plutôt idiots. Je ne les aimais pas. Les rôles qu'on écrivait à l'époque. Je crois qu'il y a eu du changement depuis quelques années. C'est grâce au mouvement des femmes. Et les écrivains deviennent gênés d'utiliser les femmes dans les rôles stéréotypés d'avant. Et je me souviens ce que j'ai dit une fois à un metteur en scène d'un film, un film de télévision où j'étais mariée à Van Heflin, qui était instituteur et qui allait perdre son poste pour avoir soutenu le droit d'agir de deux étudiants, où il prenait des positions idéalistes et il allait être renvoyé pour avoir pris cette position. Et moi, je me jette à genoux en pleurant, en lui suppliant de ne pas tout sacrifier, c'est pourquoi il a travaillé depuis des années pour les défendre, et qu'on allait perdre maison, frigidaire et voiture. Et j'ai dit au metteur en scène, pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi un homme est-il toujours d'accord pour tout abandonner pour une idée, pendant que la femme se soucie du frigidaire. Ce n'est pas vrai des femmes que je connais. Alors, il m'a rappelé un jour de New York
Et elle m'a dit qu'il tournait à New York. Et ce n'était pas la même chose. Cette fois-ci, la femme poussait son mari à aller de l'avant, à lutter pour son idéal. Et au diable le frigidaire et la bagnole. Et j'ai lu le scénario, et en effet, elle avait un beau discours à la fin. Elle était non seulement pour ce qu'il faisait, mais elle voulait qu'il en fasse davantage. Elle le poussait à convaincre les autorités, je ne me souviens pas, une cour de justice, je crois, que sa cause était juste. Et j'ai lu le scénario et j'ai appelé en disant c'est formidable, ça me plaît, j'aimerais beaucoup faire ça. Il m'a dit le seul problème, ils ne paieront pas ton avion pour New York, mais on te donnera le cachet le plus élevé du film. Mais ça va juste payer ton billet d'avion aller-retour. Alors, tu gagneras pas un rond. J'ai dit, je m'en fous, ça vaut la peine. D'en faire un truc, une femme a quelques principes. Alors, j'ai pris l'avion et pendant le voyage, eh bien, ce discours génial où la femme sauve la situation, ce discours a été transféré de son texte à elle, à son texte à lui. Je suis arrivée sur le plateau, on lui avait donné ce discours et moi, je l'écoutais, je disais, bravo chérie, formidable. Yes, dear, wonderful. Si les femmes se mettaient à écrire, je crois que ça changerait beaucoup parce que, je sais pas, moi j'ai parlé avec Truffaut, j'ai parlé avec des gens comme ça et qui disent, bon, on comprend, les femmes finissent par nous faire peur, on finit par ne plus comprendre avec tous les mouvements enfin, de femmes on ne finit par ne plus savoir comment écrire pour elles. Et Truffaut, me l'a dit, il m'a dit, il faut vraiment que les femmes se prennent en main et qu'elles écrivent pour elles et qu'elles écrivent ce qu'elles sentent et ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles veulent obtenir. Il faut que ça vienne des femmes. Lui, il part de ce principe-là, François. Et je crois qu'ils sont quand même un certain nombre à penser ça. Enfin, je veux dire que... Alors maintenant, il faut être auteur, il faut aussi se mettre à écrire. Enfin, Joanie, elle a écrit Annie Dupéret dans son roman. Elle a écrit qui au départ était un scénario, puis elle n'y arrivait pas. Enfin, bien le mettre en... C'est pour ça qu'elle en a fait un roman. Il y a 2 personnages de femmes extraordinaires. In the old days, dans le temps, dans l'ancien temps, dans les années 40, lorsque les bons films étaient faits pour les femmes, avec Rosalind Russell, Joan Crawford, avec des femmes qui avaient beaucoup de sex appeal, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, elles étaient assez masculines, elles étaient mères d'une ville où elles jouaient directeur de banque, où elles étaient dans la politique, par exemple. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le Hays Office, c'est-à-dire la censure. Et c'était interdit, par exemple, de montrer un lit de 2 personnes avec une personne déshabillée. Et il fallait qu'il y en ait un des 2 acteurs qui ait un pied par terre, pas complètement sur le lit. Donc, dans la chambre à coucher, on ne voyait pas grand-chose, voyez-vous, avec toutes ces règles. Alors, ce qu'on a fait, on a joué des rôles qui étaient en dehors de la chambre à coucher. C'est pour ça qu'elles avaient de beaux rôles. Bon, alors maintenant, nous en sommes arrivés à un système différent. Et étant donné que les hommes dirigeaient les studios, rédigeaient les scripts, dirigeaient les films, réalisaient les films, eh bien, ce qui les amusait le plus, leur fantasme, c'était la femme dans la chambre à coucher, n'est-ce pas? Et voilà le résultat. Liberté de censure. Les femmes sont rentrées dans la chambre à coucher, maintenant elles y sont enfermées. Les rôles sont tellement mal écrits que on a le physique d'une femme de 40 ans, 45 ans, puis on a l'âme d'un oiseau, d'une petite fille de 2 ans. Je dis, moi, je voudrais... C'est ça qui fait laid, c'est ça qui fait grotesque. Mais si on... Il y a des rôles, peut-être j'en ai joué, je sais pas, mais il y a des rôles de femmes de 40 ans physiquement, mon visage... Je ne fais rien qui soit comme ça, mon corps non plus. Mais il faut que je dise de quoi qui a l'air de 40 ans aussi. Que ce ne soit pas des balbutiements de petits bébés comme ils font.
Et puis, c'était intéressant quand j'ai réalisé ce film à l'Institut du film américain. Je l'ai seulement fait parce qu'on m'a invité, tu sais. Je me suis dit, pourquoi pas? Et une fois sur le plateau, une fois dedans, j'ai dit, c'est fantastique. Comment ça se fait que j'en ai jamais pensé avant? Je suis folle ou quoi? Et j'ai parlé avec les autres femmes du groupe. Elles avaient toutes la même impression. On a découvert que ça ne nous était jamais venu à l'esprit qu'on pourrait être metteur en scène. Parce qu'une fille ne dit pas « je veux être metteur en scène quand je serai grande ». On dit « je veux être actrice ou hôtesse de l'air ou cuisinière ou couturière », mais pas metteur en scène. On n'est pas programmé pour. Et quand l'Institut du film a voulu inviter des femmes à leur cours, ils ont demandé à une femme cadre de l'université de donner une liste de noms de femmes actives dans l'industrie, mais pas des réalisatrices. Alors, elle a donné sa liste, et puis on lui a dit, et vous alors? Elle a répondu, non, je ne pourrais pas. Je ne suis pas metteur en scène. Et ils ont dit, mais les autres non plus. Alors elle a dit, ah, c'est vrai, pourquoi pas? Et une fois dans le séminaire, elle a dit, je veux devenir metteur en scène. Fantastique. On avait toute la même réaction. Comment ça se fait qu'on n'avait jamais fait ça avant? C'est le meilleur boulot qui existe. Alors on veut tout faire de la mise en scène, mais sans pour autant laisser tomber le reste. On avait tourné depuis 2 semaines et je commençais à réaliser qu'il y avait quelque chose de différent, que je sentais différent dans ce film. Et jusqu'à là, toutes les scènes que je tournais étaient avec Jason Robards, qui joue Dashiell Hammett, dont je n'ai pas tourné encore avec Vanessa Redgrave, mais quand même, il y avait quelque chose de différent. Et j'ai réalisé un jour, c'est parce que c'est la première fois où je tourne un film qui est basé sur le rapport entre 2 femmes et un rapport qui est positif. Bon, à part la maison de poupées où on jouait, bon, tu étais dedans et on avait un rapport d'amis, mais ce n'était pas le centre du film, ce rapport. Non. Tandis que Julia, l'âme de l'histoire du film, c'est l'amour, l'amitié profonde entre ces 2 femmes. Mais ça joue alors sur tout. Ça veut dire que aussi que c'était la première fois où je jouais un rôle d'une femme qui ne jouait pas des rôles. C'était normalement, comme les films s'agit des rapports entre hommes et femmes, ou femmes contre femmes pour l'amour d'hommes, des choses comme ça, et ça s'agit toujours des femmes qui jouent des rôles, qui veulent être comme ci ou comme ça, des choses qu'elles ne sont pas, ou elles sont neurotiques. Alors pour la première fois, je me trouve dans un personnage, je ne veux pas dire que Lillian Hellman, la vraie Lillian Hellman n'est pas neurotique, j'en sais rien, mais le rôle que je joue dans le film est une femme qui est intelligente, qui est une intellectuelle, qui est forte, qui a beaucoup de rage, qu'elle aime bien, et que son amie Julia aime bien. Elle lui dit tout le temps, garde ta rage, parce que ça te rend courageux, j'aime bien ta rage. Mais à part ça, c'est une femme stable, une femme qui pense, une femme qui est transportée par les idées, et qui est elle-même, et qui joue par les rôles. Et je suis d'ailleurs pendant tout le film, malgré le fait que j'ai beaucoup de problèmes avec le film, je suis tellement contente. C'est tellement liberating. Je me sens libérée de jouer ce genre de personnage, ce genre de rapport. Il y avait une scène où c'est la première scène d'ailleurs que je tournais avec Vanessa. On avait 16 ans tous les deux. On faisait la camping à la campagne, comme ça. Elle récitait des poèmes. Et elle était tellement belle et tellement émouvante. Et dans la scène, je devais la regarder et puis la dire Julia, je t'aime tellement. Sans aucun équivoque, c'était pas
elle n'était pas lesbienne, malgré le fait que toutes les amitiés sont très très proches, que ce soit entre homme et homme ou femme et femme, il y a toujours une attirance physique, je crois, mais c'était pas érotique le rapport du tout. Mais c'était formidable de pouvoir dire à l'écran à une femme, je t'aime. Tu me portes tellement de force dans ma vie, c'est une chose merveilleuse. En plus de ça, c'est la première fois où on joue des femmes qui sont transportées par des idées et par des choses romantiques. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas romantiques. Mais de voir la tête de Vanessa qui me raconte quand elle est un peu plus âgée, elle était à ce moment-là à l'université en Angleterre, et elle me parlait parce qu'elle voulait me faire comprendre le mouvement ouvrier à Vienne en 1934. Alors là, un gros plan de Vanessa qui est radieuse, qui, tu vois, elle vibre avec l'espoir et les émotions de ce que ça veut dire qu'il y a tout un quartier de Vienne, d'ouvrières et ouvriers, qui se soulèvent, qui fait leur propre orchestre, leur propre journal, qui est le meilleur journal de Vienne, qui ont bâti toute une partie de la ville, qui après a été bombardée par les fascistes, mais c'est rare ça, tu vois. On oublie que des femmes peuvent être transportées par les idées, que des femmes pensent, que des femmes aiment parler ensemble. C'était formidable de pouvoir, toute petite scène, mais quand même que je pouvais lui demander « Qu'est-ce que tu lis en ce moment ?» Alors elle parle de ce qu'elle lit. Et c'est tout. La scène est très courte comme ça. Alors je vois d'abord qu'il y a un grand peur sur le plateau, que je vais la toucher trop, par exemple. Il y avait une scène où je devais lui dire au revoir. Elle partait sur un bateau pour 2 ou 3 ans. Elle allait en Angleterre pour faire l'université et je lui disais au revoir et c'était une chose très triste pour moi, très émouvante de dire au revoir à mon amie Julia. Bon, on se disait, c'était écrit dans le scénario, qu'on s'est embrassé. Et puis je commençais à partir et puis on a parlé un petit peu plus et puis on s'est dit au revoir. Mais j'avais besoin de lui embrasser une deuxième fois. Le metteur en scène ne voulait pas. Et moi je savais qu'il ne voulait pas parce qu'il avait peur que si je touchais trop, ça allait avoir l'air d'un rapport trop physique, un rapport de lesbienne, ce qui lui faisait très peur. Alors il comptait les fois où je l'ai touché et c'est arrivé plusieurs fois dans les scènes entre nous. Et chaque fois que je lui ai convaincu que c'était nécessaire pour le film, que je la touche à ce moment-là. Voilà, le lendemain, dans les scènes avec Jason Robards, je trouve que le metteur en scène arrange un peu les choses pour que je regarde Jason Robards avec l'air un peu plus amoureusement que that was necessary, que nécessaire, oui, que je dois lui toucher aussi. C'était pas grave du tout dans le contexte du film, mais ça m'a fait rire parce que je crois que ça montre que certains des messieurs sur le plateau, en tout cas des gens dans les positions importantes dans le film, étaient mal à l'aise avec le rapport entre les deux femmes. Et à cause de ça, voulaient enlever des choses toutes naturelles, voulaient nous voler des réactions normales entre des femmes, parce qu'on se touche si on s'aime, on marche main à main, on s'embrasse, il n'y a rien d'équivoque, mais comme on n'a pas l'habitude de voir ça à l'écran, on avait besoin, les hommes avaient besoin de nous voler ça. Et je vois aussi, ça se voit à travers des journalistes, parce que je faisais beaucoup d'interviews sur ce film, une en particulier l'autre jour à la BBC en Angleterre, et l'interview est terminée avec le type qui me disait bon, vous êtes en train de faire un film sur un rapport de lesbienne, vous et Vanessa Redgrave. Et j'étais sidérée, j'ai dit, mais c'est incroyable, ça n'a rien à voir avec ça. Mais je crois que vous avez tellement peu l'habitude de confronter l'amitié
entre des femmes, que vous avez besoin de chercher des rationalisations de ça. Si les femmes s'aiment, alors il doit avoir une raison, alors ça doit être sexuel. Alors, vous planquez des choses comme ça sur l'histoire, qui n'a rien à voir avec l'histoire. Alors j'ai beaucoup réfléchi sur ça. Pourquoi ça c'est arrivé si souvent? Parce que c'est souvent. Oui. Le premier article qui est arrivé en Angleterre, c'était un des journaux très réactionnaires, mais il disait « Reds in bed ». Reds in bed, tu vois, comme je suis militante et Vanessa est militante, et on faisait ce film, alors c'est comme ça qu'ils ont titré le chose, quoi. Mais pour moi, j'essaie de comprendre ça et je crois que dans nos pays, la France, l'Angleterre, les États-Unis, les pays avec une culture, le contexte social est tellement alienating, aliénant, que les hommes sont aussi très victimes des stéréotypes, de ce que c'est d'être un homme, il faut être comme ci et comme ça, être très fort, etc. Et c'est facile alors de leur menacer de leur propre identité, parce que si un homme est sûr de lui-même, est sûr de ce qu'il est en tant qu'homme, il n'y a pas de problème si les femmes s'aiment. De aucune façon, que ça soit sexuel ou pas sexuel, ça n'a pas d'importance. Mais comme il y a très peu de cas dans nos pays où les hommes s'épanouissent, sont bien dans leur peau, sont sûrs d'elles-mêmes, d'eux-mêmes, qu'ils sont très threatened, un peu menacés par des femmes qui sont très proches, et surtout quand c'est des femmes complexes, intelligentes et fortes.